Nous allons maintenant voir un processus de chiffrement radicalement différent. Il s'agit de la cryptographie à clé publique. Nous commencerons par énoncer le principe de Kerckhoff. Nous évoquerons un problème mathématique difficile, la factorisation d'entiers. Nous aborderons la notion de fonction à sens unique et nous reviendrons sur le principe de chiffrement à clé privée avant d'étudier le principe de chiffrement à clé publique. Pour envoyer des messages secrets, les Grecs utilisaient un messager. Ils commençaient par lui raser la tête, tatouaient le message sur son crâne et attendaient que les cheveux repoussent. À ce moment-là seulement, le messager pouvait se mettre en route et effectuer sa mission. La sécurité d'un tel protocole d'échange d'informations repose uniquement sur le fait de tenir secrète la méthode utilisée. Ce procédé, rapporté dans les écrits de l'époque, va à l'encontre d'un principe énoncé beaucoup plus tard par Auguste Kerckhoff en 1883 et qui dit que la sécurité d'un système de chiffrement ne doit reposer que sur le secret de la clé. Plus précisément, cela revient à dire que l'ennemi peut avoir connaissance du système de chiffrement. Ce principe est novateur, dans la mesure où, intuitivement, il semble opportun de dissimuler le maximum de choses possibles, à la fois la clé, bien sûr, mais aussi le système de chiffrement. Mais l'objectif visé par Kerckhoff est beaucoup plus académique. Il pense qu'un système, dépendant d'un secret, dont le mécanisme est connu de tous, sera testé, attaqué, étudié, et finalement utilisé s'il s'avère intéressant et robuste. Bien évidemment, même si le système peut être rendu public, la sécurité est basée sur le caractère secret de la clé utilisée dans sa mise en œuvre. Une question se pose alors. Quels sont les outils mathématiques capables de répondre aux principes énoncés par Kerckhoff? Nous allons voir qu'il en existe un tout simple et connu de tous, la multiplication. Voyons comment. Si je vous demande combien font 5 fois 7, vous répondez immédiatement 35. Si je vous demande de factoriser 35, c'est-à-dire de le décomposer en produit de facteurs premiers, vous répondez rapidement 5 fois 7. Cependant, ces questions ne sont pas du même ordre de difficulté. Si je vous demande maintenant de factoriser 1591, vous allez sans doute devoir faire quelques tentatives. Alors que si je vous avais demandé directement de calculer 37 fois 43, cela ne vous aurait posé aucun problème. On s'aperçoit rapidement que calculer le produit de deux nombres premiers, P et Q, est plus facile que retrouver P et Q à partir du produit P fois Q. Formalisons ceci avec la notion de complexité. La complexité estime le temps de calcul ou le nombre d'opérations élémentaires nécessaires pour effectuer une opération. Commençons par la complexité de l'addition. Disons que calculer la somme de deux chiffres, par exemple 6 plus 8, soit de complexité 1. Par exemple, une seconde pour un humain ou un millionième de seconde pour un ordinateur. Pour calculer la somme de deux entiers de n chiffres, la complexité est de l'ordre de n, en négligeant les retenues. Par exemple, la somme 1234 plus 2323 est obtenue par 4 additions de chiffres, donc environ en 4 secondes pour un humain. La multiplication de deux entiers de n chiffres est de complexité d'ordre n au carré. Par exemple, pour multiplier 1234 par 2323, il faut faire 16 multiplications de chiffres et quelques additions. Chaque chiffre de 1234 est à multiplier par chaque chiffre de 2323. Par contre, la meilleure méthode de factorisation connue est de complexité d'ordre exponentiel de 4n puissance 1 tiers. C'est moins que exponentielle n, mais lorsque n tend vers plus l'infini, c'est beaucoup plus que n puissance d pour tout d.
Voici un tableau donnant une idée de la difficulté croissante à multiplier et à factoriser des nombres à n chiffres. Ici, pour la multiplication, nous avons une croissance en le carré de n, alors que pour la factorisation, nous avons une croissance de type exponentiel. Pour des entiers de plusieurs centaines de chiffres, le problème de la factorisation ne peut être résolu en un temps raisonnable, même par un ordinateur. C'est ce problème, qui n'est pas symétrique, on dit aussi asymétrique, qui est à la base de la sécurité du chiffrement RSA que nous détaillerons plus tard. Connaître P et Q apporte plus d'informations utiles que le produit P fois Q. Même si en théorie il est possible à partir du produit P fois Q de retrouver P et Q, c'est en pratique impossible lorsque la taille des objets grandit. Il existe d'autres situations mathématiques asymétriques que l'on appelle les fonctions à sens unique. En d'autres termes, étant donné une fonction f, il est possible, connaissant x, de calculer facilement f de x. Mais inversement, connaissant un élément de l'ensemble image de f, il est difficile, voire impossible, de retrouver son antécédent. Dans le cadre de la cryptographie, posséder une fonction à sens unique qui joue le rôle de chiffrement n'a que peu de sens. En effet, il est absolument indispensable d'avoir un moyen efficace pour déchiffrer les messages transmis après chiffrement. On parle alors de fonction à sens unique à trappe, c'est-à-dire que le calcul de l'image réciproque est difficile en général, sauf si on a accès à une information supplémentaire. Prenons par exemple le cas de la fonction f, qui à x associe x3 modulo 100. Et tentons de résoudre le problème suivant. Trouver x tel que x puissance 3 est congru à 11 modulo 100. On peut pour cela faire une recherche exhaustive, c'est-à-dire essayer successivement 0, 1, 2, 3 jusqu'à 99. On trouve alors 71 au cube est égal à 357 911, qui est bien congru à 11 modulo 100. Pour ce problème, il existe une trappe, une astuce. Il suffit de considérer la fonction suivante, définie par y associe y puissance 7 modulo 100, qui permet de répondre directement à la question. En effet, 11 puissance 7 est égal à 19 487 171, qui est congru à 71 modulo 100. Conclusion. Le problème posé est difficile à résoudre, sauf pour ceux qui connaissent la trappe secrète. Avant de poursuivre plus avant, effectuons un petit retour en arrière. Les protocoles étudiés dans les chapitres précédents étaient tous des chiffrements à clé privée. Voici un schéma résumant ce type de chiffrement. Le message initial M est chiffré par Bruno à l'aide de la clé C. Le message crypté est ensuite transmis à Alice, qui à l'aide de la clé C déchiffre le message pour retrouver le message M initial. Les deux interlocuteurs partagent donc la même clé, l'un pour chiffrer, l'autre pour déchiffrer. Cela pose bien sûr un problème majeur déjà évoqué. Alice et Bruno doivent d'abord échanger cette clé. Les protocoles de chiffrement à clé privée peuvent, de façon imagée, se représenter ainsi. Tout se passe comme si Alice et Bruno possédaient chacun une clé d'un même coffre-fort. Dans ce cas, Bruno peut déposer quand il le souhaite un message qu'il destine à Alice, et Alice peut venir en prendre connaissance quand bon lui semble. Passons maintenant au protocole de chiffrement à clé publique. L'association des mots clé et public peut paraître incongrue, mais il signifie que le principe de chiffrement est accessible à tous, mais que le déchiffrement nécessite une information supplémentaire, une clé, bien sûr secrète.
De façon imagée, si Bruno veut envoyer un message à Alice, il le dépose dans la boîte aux lettres d'Alice. Et puisqu'Alice est la seule à en avoir la clé, elle sera la seule à prendre connaissance du message de Bruno. Ici, la clé publique est symbolisée par la boîte aux lettres. Tout le monde peut y déposer un message. La clé qui ouvre la boîte aux lettres est la clé privée, clé qui reste secrète. Voyons maintenant le schéma résumant le chiffrement à clé publique. Tout d'abord, il y a maintenant deux clés, l'une publique et l'autre privée. Ces deux clés sont préparées par Alice. Pensez à la boîte aux lettres et à sa clé. Elle prépare une clé publique qu'elle diffuse à tout le monde et une clé privée qu'elle garde secrète. Si Bruno veut envoyer un message secret à Alice, il commence par récupérer la clé publique d'Alice, il crypte son message à l'aide de cette clé publique, il transmet le message crypté à Alice. Alice est la seule à pouvoir décrypter le message en utilisant sa clé secrète. Les paramètres d'un protocole de chiffrement à clé publique sont donc 1. Les fonctions de chiffrement et de déchiffrement, C et D, qui sont publiques. 2. La clé publique du destinataire qui va permettre de paramétrer la fonction de chiffrement. 3. La clé privée du destinataire qui va permettre de paramétrer la fonction de déchiffrement. Donnons tout de suite un exemple en prenant appui sur la fonction attrape vue précédemment. Nous nous posions la question difficile de trouver x tel que x puissance 3 est congru à 11 modulo 100. Rappelez-vous, nous avions trouvé comme réponse 71 et avions mis en évidence une trappe, 7, ou plus exactement la fonction qui a y associe y puissance 7 modulo 100 pour calculer directement 71. Dans ce cadre, les fonctions de chiffrement et de déchiffrement sont du type x à la puissance quelque chose modulo 100. La clé publique d'Alice qui vaut 3 permet de définir complètement la fonction de chiffrement C qui à x associe x puissance 3 modulo 100. Enfin, la clé privée d'Alice, ici 7, qui permet de définir complètement la fonction de déchiffrement D qui à x associe x puissance 7 modulo 100.